thématiques notamment. Il y a une grosse suite à la bibliothèque. Alors, on s'est replié sur cette salle F, qui est quand même un petit peu une salle de la bibliothèque, puisque nous y avons installé, au moment de la mutualisation des fonds des 3 établissements de Maison Blanche, de Perret-Vaucluse et de Sainte-Anne, une partie des collections de la bibliothèque médicale de Maison Blanche. Si vous voulez dire mon exposé, c'est très bien. D'accord. C'est bien écrit en tout cas, j'y arriverai à le lire. Rien de particulier, sinon vous dire le plaisir qu'on a d'accueillir les soirées de l'évolution psychiatrique pour la 3e fois, je crois. Et puis passer la parole aux intervenants de ce soir et à notre animateur, M. Pissès. Merci. Merci, oui, c'est vrai que l'évolution psychiatrique est très contente de nous accueillir au sein de la bibliothèque médicale Henriet. C'est comme l'école de Prague, même quand elle ne fait plus à Prague, c'est toujours l'école de Prague. Donc là, on est toujours à la bibliothèque médicale Henriet, même si on a été déplacé pour des raisons dégâts des eaux. Je vous donne quelques informations. La première, c'est que cette soirée sera filmée, les interventions de Jean Alouche, de Giorgia Ticini, et retransmise à terme sur le site de l'évolution psychiatrique, dont je vous recommande de le consulter avec régularité. Ce soir donc... Le site, c'est l'évolution psychiatrique tout collé. C'est ça. Vous faites l'évolution psychiatrique sans accent, sans apostrophe, et vous tombez dessus. Vous finissez par tomber dessus. Ça remonte dans les échelles de Google petit à petit. Un petit mot d'abord donc pour vous présenter le numéro qui est le numéro de l'évolution psychiatrique, le dernier qui s'appelle Violence et qui est le prétexte de l'invitation de Jean Alouche et de Giorgia Ticini, mais que je vous recommande chaleureusement parce que je crois que c'est un numéro particulièrement important en ce moment et qui comporte des articles de grande valeur dont au moins un dont on discutera. Je vous en indique quand même de façon un peu arbitraire 2 qui me semblent particulièrement importants dans ce numéro, et je vous indique que nous aurons l'occasion d'en rediscuter. Un article qui est écrit par Mme Fernandez, qui s'appelle « Soigner sans contention physique, quels enjeux psychiques, de la contention à la contenance », qui est un article de grande valeur et tout à fait essentiel, me semble-t-il, à lire et à diffuser et à discuter aujourd'hui. Un autre, je crois quelqu'un de Paris 7 aussi, qui s'appelle « Peut-on réhabiliter le concept d'institution en psychiatrie ?» de grand intérêt aussi. Et puis, en premier lieu, l'article de Giorgia Ticini qui s'appelle donc « Processus de radicalisation en milieu carcéral, de la criminogénèse à la radicalogénèse ». Radicalogénèse, c'est le signifiant qu'elle introduit, dont elle va nous dire un mot. Mais peut-être d'abord, donc, je tiens à remercier plus spécialement Jean Alouche d'être venu aujourd'hui nous présenter donc son dernier ouvrage qui s'inscrit, donc on a essayé d'articuler avec le concept de violence, qui est le thème du dernier numéro de l'évolution psychiatrique, mais donc qui est consacré au passage à l'acte. Celui-ci s'appelle Nouvelles remarques sur le passage à l'acte, mais il est vrai que c'est pas tout à fait un coup d'essai sur le passage à l'acte, Jean Alouche. Non. C'est au moins le 4e ouvrage qui traite de ce thème et qui trace donc un sillon très Sans inscrit. compter ce qu'on a publié de l'histoire de la psychiatrie, notamment le cas de l'instituteur Wagner, qui est mentionné par Lacan dans sa thèse avec une erreur. Il en a fait un pasteur, alors c'était un instituteur, mais c'est un passage à l'acte assez violent aussi. Et puis celui, si vous voulez, le cas de l'instituteur Wagner, c'est assez important parce qu'il a donné lieu à un débat entre psychiatrie allemande et française. Ce serait sur ce cas que se serait jouée la question de l'admission par la psychiatrie allemande de la paranoïa. Parce que vous savez que la tendance était de tout mettre dans la démence précoce.
Et donc les Français ont obtenu, en discutant, en présentant ce cas, que les Allemands reconnaissent la paranoïa. Et puis un autre aussi qui a fait grand bruit dans la psychiatrie latino-américaine, qui est le cas d'une fille, allez, disons une fille, c'était une institutrice qui a tué son père d'un coup de revolver, alors qu'il y avait une scène violente entre son père et sa mère. La raison en était que ce type était extrêmement jaloux et qui tenait à enfermer sa femme chez eux. Elle n'avait même pas le droit de faire les courses. Et donc, Iris Cabezudo, elle s'appelle, elle a voulu délivrer sa mère des persécutions du père au cours d'une scène violente entre les parents. Et bon, elle n'a pas été condamnée. Elle a vécu errante dans les rues de Montevideo après cet acte. Mais surtout, là où la chose est exemplaire, c'est que elle s'est aperçue, après ce meurtre, elle s'est aperçue que la persécution n'était pas celle que son père infligeait effectivement à sa mère en la tenant cloîtrée, mais que c'était les plaintes de sa mère qui la persécutaient. Donc après avoir tué son père, elle s'est aperçue qu'il y avait un malentendu, que sa véritable persécutrice à elle, c'était sa mère. Donc ça, c'est assez intéressant comme exemple aussi instructif de passage à l'acte. Comme conséquence. Oui. Alors effectivement, dans le passé, personnellement, j'ai étudié déjà celui d'Althusser. J'ai publié un livre sur les sœurs Papin, sur Marguerite, oui, l'aimée de Lacan, et puis aussi une petite étude du passage à l'acte de la jeune homosexuelle, où je montre que Lacan s'est gouré, qu'il ne s'agissait pas d'un passage à l'acte. Alors oui, il y a toutes ces distinctions-là. Il y a des distinctions à l'époque de Lacan. Il y en a des nouvelles que vous introduisez grâce à cet ouvrage, celle là, qui me semble tout à fait essentielle et dont on va discuter, que vous introduisez à la suite de la proposition de Fethi Ben Slama, entre saut épique, pourquoi j'ai toujours envie de dire sursaut épique, hein, c'est seulement saut épique, et passage à l'acte. Hein. Saut épique, donc, qui caractérise une position spécifique dans la structure que vous spécifiez à la suite de Lacan, de cette position. Là où je pense, je ne suis pas. Passage à l'acte, à l'opposé, on pourrait dire, d'un quadrangle qui figure dans les séminaires de Lacan. Là où je suis, je ne pense pas. Oui. Ça introduit, c'est vrai, une clarification dans une façon. Sinon, quand on a dénommé aujourd'hui passage à l'acte, c'est des faits cliniques tout à fait distincts. Là, on vient respécifier ce qu'il en est du passage à l'acte et en même temps introduire une catégorie nouvelle à côté d'une opposition qui existait déjà quand même entre le passage à l'acte et acting out. Oui. Alors, je propose que... C'est-à-dire que si analyser, c'est distinguer des éléments, là, il y a un degré supérieur de distinction. Il y a une précision supplémentaire qui est apportée avec la trouvaille de Fethi Ben Slama qui a défini, qui a cerné, qui a présenté le saut épique, oui. Alors, la chance que l'on a, l'illustration même, en tout cas actuelle, moderne du saut épique, c'est le passage à l'acte du radicalisé, pour le nommer comme ça, et que nous avons, grâce à Jean-Jacques Chigny, quelqu'un, d'une part, qui a écrit sur cette question-là, de la radicalisation, au moment de l'incarcération, avant le milieu carcéral, et qui donc a une clinique de première main sur cette affaire-là de radicalisation, et peut-être, donc, on verra tout à l'heure, peut-être de saut épique, on en discutera, alors qu'aujourd'hui, il peut se dire beaucoup de choses, mais c'est parfois des témoignages un peu éloignés de la clinique. Là, on a la chance de pouvoir discuter avec vous de contexte clinique que vous connaissez particulièrement bien. Ce que je vous propose quand même,
c'est d'abord de vous laisser nous présenter votre livre un moment. Oui, si vous voulez, oui. Et que ça sert de support après la discussion. Et puis je continue. Merci beaucoup. Tout d'abord, je souhaite vous remercier de cette invitation qui m'importe beaucoup parce que ma question de toujours, je dirais presque de toujours, ma question depuis l'enfance, ma question qui m'attendait avant même que je naisse, c'est la question de la folie. Et puis parce que votre invitation m'importe aussi beaucoup, parce que Sainte-Anne est pour moi le lieu où je me suis pointé en arrivant à Paris en 62, chez Daumaison, où j'étais stagiaire pendant quelques temps. Chez Daumaison et, et dans le séminaire de Lacan. J'ai la première fois adressé la parole à Lacan à cette occasion. Le 14 novembre 62, je rentre comme ce soir pour assister au séminaire de Lacan. Je ne savais pas où c'était. Je tombe sur quelqu'un. Je lui dis pardon, monsieur, est-ce que vous pourriez me dire où se trouve le séminaire de Lacan, où est-ce qu'il a lieu? Et il me dit c'est moi Lacan. Alors voilà, il ne me restait plus qu'à le suivre. Et 50 ans après, j'en suis encore à le suivre. Pourquoi? Parce qu'il me semble que son rapport à la folie est particulièrement bien ajusté, c'est-à-dire défaillant. C'est-à-dire un rapport qui reconnaît en permanence sa propre défaillance. Et ça me paraît un trait tout à fait décisif s'agissant donc de la folie. Je ne vais pas vous en dire plus concernant cette Selbstdarstellung, cette présentation de soi, parce que c'est toujours un peu embêtant d'infliger sa propre histoire à autrui. Alors, vu après leur publication, je crois pouvoir vous dire que ces nouvelles remarques sur le passage à l'acte ont ouvert une zone où pouvait être inscrite une nouvelle version du passage à l'acte. L'ouvrage fut écrit dans une étroite dépendance théorique à Lacan et clinique à l'endroit de la trouvaille donc de Fethi Ben Slama, trouvaille du Sohépi. Voilà, il a fallu, comme on se fraye un chemin dans une foule, il a fallu, bien entendu, pousser les uns et pousser les autres pour dégager cet espace où j'allais pouvoir présenter une nouvelle version du passage à l'acte. Ce que je fais dans cet ouvrage, les premiers à être un peu repoussés sur le côté sont des lacaniens qui donc ont réussi cette prouesse d'évacuer tout simplement de leur champ le passage à l'acte. Comment est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont absorbé dans une version que je dirais mollassonne de l'acte psychanalytique. Ils sont mis à plusieurs pour faire ça. Ils ont intitulé le numéro de leur revue, ce numéro spécial, ce thème, ils l'ont intitulé « Passer à l'acte ». Ça a l'air de rien comme ça. Mais si vous dites « passer à l'acte », vous laissez de côté le passage à l'acte. Les sœurs Papin ne se sont pas dit « on va passer à l'acte ». Ernst Wagner non plus, il ne s'est pas dit « je vais passer à l'acte ». Encore qu'on pourrait discuter le cas d'Ernst Wagner, parce qu'en fait, il a médité son acte, c'est-à-dire c'est sans doute arrangé plutôt du côté du Sohépi.
il pensait que quand il circulait dans le village, des rumeurs le traitaient de sodomite. Et il trouvait ça intolérable. Je ne dis pas insupportable, je dis intolérable. Il trouvait ça intolérable, et donc il a décidé de faire taire ces rumeurs en tuant ceux qui les colportaient. Mais sérieux comme il était, comme Lacan n'a pas manqué de le remarquer, que les gens qu'on qualifie de psychotiques sont des gens sérieux, sérieux comme il était, il a pensé, je ne vais pas, en tuant ces gens du village, ensuite laisser la possibilité ouverte que mes enfants et ma femme aient affaire à un père ou un mari assassin. Et donc, prévenant la chose, il a tué d'abord ses enfants et sa femme pour leur éviter cette pénible situation où le mari et le père auraient été un assassin. Donc, quand il y a ce type de méditation, quand il y a ce type de réflexion, on pense plutôt, à mon avis, au saut épique. Mais bon, passer à l'acte, les lacaniens en question ont mélangé, ont absorbé le passage à l'acte dans ce qu'il a de spécifique, dans une version assez confuse de ce que c'est que l'acte psychanalytique. Et donc si vous dites passer à l'acte, vous pouvez laisser entendre que vous tenez compte du passage à l'acte, en fait vous détournez du passage à l'acte. Et en effet, dans leurs travaux, il n'est question d'aucun des passages à l'acte que Lacan a souligné. Donc voilà, il fallait mettre ça au point pour dégager cet espace. Il fallait aussi critiquer une psychanalyste de l'IPA, ce que Laurie Lofer lit industrie psychanalytique actuelle, je trouve ça très bien. Il fallait donc critiquer cette psychanalyste de l'IPA qui a consacré un ouvrage aussi au passage à l'acte, et à la lecture de cet ouvrage, on s'aperçoit que l'ensemble des consignes qui sont données au psychanalyste dans son organisation, c'est-à-dire surtout éviter le passage à l'acte, surtout pas d'acte sexuel, comme si l'amour de transfert ne faisait pas plus de dégâts que l'acte sexuel éventuellement. Elle est tellement focalisée sur surtout pas de passage à l'acte du psychanalyste qu'elle finit par dessiner les conditions de possibilité de ce passage à l'acte sexuel. Lacan a joué là-dessus en disant, en jouant sur plus jamais ça. Si vous partez en voulant élever votre enfant en disant plus jamais ça, c'est-à-dire plus jamais comme j'ai été élevé par mes propres parents, en fait ce que vous réalisez sans vous en rendre compte, c'est plus que jamais ça. Donc voilà. Il fallait ça d'une part. Il fallait d'autre part aussi, pour dégager cet espace où j'allais pouvoir problématiser le passage à l'acte, il fallait aussi critiquer Lacan. Lacan qui a successivement donné deux versions du passage à l'acte de la jeune homosexuelle, enfin, ce qu'il appelle passage à l'acte de la jeune homosexuelle. La première version, c'est cette idée-là qui continue à habiter les esprits. La première version, c'est une version qui dit que dans son passage à l'acte, le sujet
dit quelque chose. Et là, il y a l'appui que Lacan a pris là-dessus, c'est sur un double sens du signifiant niederkommen, qui veut dire aussi bien laisser tomber qu'accoucher. Donc elle se laisse tomber par-dessus le parapet sur une voie de chemin de fer, et l'interprétation c'est elle voulait manifester ainsi son désir d'accoucher d'un enfant de son père, comme sa mère à la même époque était elle-même malade. Qu'est-ce que je veux dire, malade, comme sa mère était elle-même enceinte. J'ai raison de ne pas lire mon papier, je vais pouvoir faire des lapsus. Lacan, des années plus tard, a changé son interprétation, en a produit une autre, mais j'ai remarqué quelque chose qu'il n'était pas en mesure de remarquer, puisque nous avons publié un livre qui relate la vie de cette dite jeune homosexuelle, pas Freud. Et là, je me suis aperçu de quelque chose qui est assez net, c'est que cette jeune fille de 14 ans qui était superbement belle, d'ailleurs Lacan dit, oh là là, Freud, il était quand même intéressé par... Il n'était pas insensible à sa beauté. Quelque chose de pas bête du côté de Freud. Qui était superbement belle. Il y a des photos dans ce livre d'elle, quand elle avait 14 ans, c'est le moment de son passage à l'acte. Son passage à l'acte, son dit passage à l'acte, a fait que ses parents ont eu peur et l'ont désormais laissée libre. Or, elle était amoureuse, elle était follement amoureuse d'une prostituée nobiliaire, d'une noble qui se prostitue. Vous savez, ces nobles désargentés, il y a des femmes comme ça, nobles désargentées, qui se sont prostituées. Et donc, elle était follement amoureuse de cette Puttkamer. Mais les parents faisaient obstacle, et c'est comme ça que le père l'a amenée chez Freud. Mais ayant encouru le risque de mort, ça a calmé les parents, qui l'ont, à partir de là, laissé vivre sa vie comme elle le souhaitait. Et donc, il s'agissait d'autre chose, il ne s'agissait pas d'un passage à l'acte, au centre des Sœurs Papin, il s'agissait de l'acte de quelqu'un, et là je me suis référé à Hegel, qui dit que le maître est celui qui encourt le risque de mort. Elle a encouru le risque de mort, et elle a acquis une maîtrise sur sa vie, c'est-à-dire que ses parents ont cessé d'enquiquiner. Donc elle a pu continuer à fréquenter son amour. Alors, il fallait aussi, bien sûr, écarter l'idée la plus commune qui circule du passage à l'acte, qui est précisément rendue sensible par le meurtre djihadiste. Fethi Benslama, avec sa découverte du saut épique, m'a permis d'affirmer que l'acte djihadiste est un acte qui s'inscrit dans un récit. C'est un acte qui encourt le risque de mort, c'est-à-dire qui tient compte de cet espace qui est l'espace de l'entre-deux-morts, qui est connu depuis des milliers d'années en Inde, qui est mentionné dans l'Apocalypse, que Lacan a mis en valeur, c'est-à-dire que si vous considérez, comme beaucoup de gens le considèrent, que la vie est la chose la plus précieuse qui soit,
vous ne pouvez pas ne pas avoir une position en quelque sorte craintive à l'endroit du passage à l'acte. Et le passage à l'acte va vous apparaître comme ce qu'il faut éviter à tout prix. Parce que le passage à l'acte, on pense bien sûr d'abord suicide ou meurtre. Même si cette violence empêche d'apercevoir des passages à l'acte qui sont discrets. Par exemple, casser de la vaisselle, comme dans L'Amante anglaise, le roman de Marguerite Duras, ou par exemple brûler des journaux, toujours dans L'Amante anglaise, ou bien encore sortir d'une pièce en claquant la porte. Il y a des passages à l'acte annonciateurs de passages à l'acte plus graves, sujets plus graves. Si le critère est celui de la violence, mais justement, c'est peut-être pas un bon critère. Donc, l'acte djihadiste s'inscrit dans un récit. Il survient en tenant compte de l'espace entre deux morts, qui est l'espace même où se tient la folie. Il s'agit donc d'un récit épique, d'un saut épique, et non pas d'un passage à l'acte. Ce point est très important, et ce point, c'est grâce à Fethi Benslama que j'ai pu le faire valoir. Alors, ayant un peu repoussé sur le bas-côté les lacaniens, Lacan, l'analyste de l'IPA et la vision commune du passage à l'acte, il y avait un certain espace qui était dégagé pour pouvoir tenter de problématiser différemment le passage à l'acte. Mon point de départ, ça a été, comme donc Nicolas le rappelait, du point de vue théorique, une alternative que Lacan a construite en démembrant le cogito cartésien. C'est pas je pense donc je suis, ou je pense je suis, mais c'est là où je pense, je ne suis pas, là où je suis, je ne pense pas. Si quelqu'un vous tient un propos du genre je pense que, vous pouvez être sûr qu'il n'y est pas. Si quelqu'un vous disait, par exemple, je pense que je t'aime, vous ne prendrez pas ça pour une déclaration d'amour. Vous le laisseriez à ses pensées. Donc voilà, tout ce qui est de l'ordre du je pense est une certaine position subjective, mais en dehors de l'être. Et si, en revanche, le sujet choisit là où je suis, je ne pense pas, là, on est dans une autre dimension qui exclut la pensée. Donc je crois que ce point est très important. Lacan a été jusqu'à déclarer que l'analyste opère précisément en ne pensant pas. Il y a un silence du psychanalyste qui est particulier, qui n'est pas un silence de repli, qui n'est pas un silence de dérobade, qui est un silence de cet ordre-là, et qui signifie que là où l'analysant attend que se produise une pensée,
en fonction de ce qu'il est en train de dire, là même, il n'y a pas de pensée. Et c'est ça qui opère. Alors bien sûr, il y a eu dans l'histoire de la psychanalyse en France, il y a eu un contre-exemple, qui est un livre de Serge Leclerc, qui s'appelle Psychanalyser, le titre du livre, dont les premières pages consistent à annoncer à qui aura le livre en main ce que pense un psychanalyste pendant qu'il écoute quelqu'un. Et comme ces pages sont très très bien écrites, et ces pages, je crois qu'on peut leur reconnaître une qualité littéraire, elles ont beaucoup plu parce que tout se passe comme si Leclerc dévoilait un secret. D'ailleurs, il dit qu'il va dévoiler un secret. Il va dire quel est le secret du psychanalyste pensant alors qu'il est en train d'écouter quelqu'un. C'est pour moi exactement le contre-exemple. Et d'ailleurs, Leclerc illustre très bien ça, puisque il lui arrive même, du coup, de penser à de la théorie. Alors là, c'est le comble. Quand un psychanalyste, en écoutant quelqu'un, pense à de la théorie, alors là, vous pouvez être sûr qu'il n'y est pas, lui non plus. Donc, quand même, ce qu'on attend d'un psychanalyste en séance, c'est qu'il y soit, il me semble. Alors, je crois vous avoir à peu près parcouru ce que je voulais vous dire. Deux chapitres dans ce livre sont consacrés à deux cas qui sont présentés non pas sous forme de vignettes cliniques, mais le plus possible dans le détail, puisque, comme on a dit, Dieu est dans le détail. Si vous ratez les détails d'un rêve, si vous ratez un détail d'un rêve, vous pouvez considérer que ce rêve, vous ne l'avez pas interprété. Commenter un rêve n'est pas l'interpréter. D'ailleurs, il arrive assez souvent que quand des associations qui sont fournies pour l'interprétation d'un rêve on fait presque le tour du rêve, mais qu'il reste un petit élément comme ça. Une couleur, un détail. Quand il reste un petit élément qui n'a pas été pris dans les associations, eh bien, un rêve suivant va prendre en charge ce petit élément et le déployer. Donc j'ai donc étudié un peu en détail le passage à l'acte de l'héroïne de l'amante anglaise, le roman de Duras, qui est effectivement, c'est pas de la clinique en direct, mais la clinique qui n'est pas en direct est très intéressante aussi. Enfin, Duras, elle avait reçu la patiente en prison. Non, elle n'a pas reçu. Elle s'est basée sur un fait divers. Non, c'est à propos de Lollwegstein qu'on lui a fait rencontrer une patiente. C'est autre chose. L'amante anglaise, elle s'est basée sur un fait divers qu'elle a écrit à sa façon. Et donc, en étudiant d'un peu près le cas, en m'interrogeant sur pour quelles raisons, comme d'ailleurs dans le cas lui-même, pour quelles raisons les morceaux du corps dépecé ont été jetés dans des trains de marchandises qui passaient au-dessus d'une voie ferrée. Décidément, les voies ferrées
Il y a quelque chose avec les voies ferrées là et l'acte. Sauf la tête. Il fallait expliquer pourquoi cette tête était tellement le problème. Ce dont je me suis rendu compte, grâce à l'utilisation du concept de saut épique, que en fait, avec cette tête, d'ailleurs c'est suggéré, c'est indiqué déjà dans le roman, avec cette tête, Claire Lane, donc l'héroïne, a imaginé un rituel de deuil. Et donc il ne s'agit plus à ce moment-là d'un passage à l'acte, mais il s'agit de quelque chose qui s'inscrit dans un récit, et donc il s'agit d'un saut épique. Voilà, pour le cas de Louvel-Tusser, j'ai été amené à conclure de la même façon, c'est-à-dire qu'on a aussi un mélange qu'il faut réussir à désintriquer entre passage à l'acte et saut épique. Voilà. Ce mélange dans le cas d'Althusser, il est dû au fait que la personne qu'il étrangle était support d'autre chose qu'elle-même. Donc ce geste d'étrangler, imprévu, il ne s'est pas dit je vais passer à l'acte, il s'est surpris après coup l'avoir fait. Il était en train de l'amasser, c'était un geste qu'on peut considérer, je ne sais pas, tout à la fois érotique et d'amour. Et à un moment donné, le massage se transforme en étranglement. Mais justement, il ne se transforme pas. En fait, il y a il y a un abîme, il y a un point de rupture entre masser et étrangler. Étranglé, il s'aperçoit, il ne voit qu'au résultat qu'il l'a étranglé. Il ne sait pas qu'il l'a étranglé. Ce qui me fait donner raison, en dépit de ce qu'écrire un certain nombre de gens, ce qui m'a fait donner raison au fait qu'il y a eu un non-lieu, parce que, eh bien, dans ce geste d'étrangler, il n'y était pas. C'est-à-dire, il a lui-même, en quelque sorte, été absent de ce geste. Il y a eu un étranglement, il n'y a pas eu d'étrangleur. Voilà, il y a eu là quelque chose qui n'a pas eu lieu. Et c'est ça qui est intéressant. Voilà, ben je me suis éloigné de mon texte, mais c'est très bien. Merci beaucoup. Merci Jean. Une petite remarque pour faire la transition. C'est vrai que cette distinction-là, vous l'introduisez, cette distinction essentielle, alors qu'on a tendance couramment à nommer tous ces faits, tous ces agirs, un passage à l'acte. Cependant, sur le plan de la façon dont ces actes, ces agirs sont traités pénalement, il y a une grande différence. Le saut épique djihadiste, pour le dire trop rapidement, il est lourdement pénalisé, voire le plus pénalisé, l'acte le plus pénalisé qu'on puisse accueillir. Le passage à l'acte, il reste encore, bien que moins que dans le passé, mais il reste insoumis à la non-pénalisation, au non-lieu, comme vous disiez. Oui. Donc, en même temps, cliniquement, on semble être en retard, et puis en même temps, ne serait-ce que dans le domaine juridique, la distinction, elle se traduit. Quand c'est fait, la liste, on est faite. Quand elle est faite, oui. Pas toujours. Alors bon, c'était juste pour passer à moins que vous vouliez. Non. Juste pour passer la parole à Georgia Tessini, que je vais présenter très rapidement. Georgia, vous êtes psychologue clinicienne, psychanalyste, docteur en psychopathologie et psychanalyse, attaché d'enseignement et de Non, recherche. c'est plus ça. Ah. C'est maître de conférence à Rennes.
Maître de conférence à Rennes. Rennes 2, ça c'était au moment de l'article. C'est ça, j'ai un an de retard. Alors, maître de conférence à Rennes 2. Et donc une expérience là, de plusieurs années, si c'est en milieu carcéral, de ces processus que vous appelez radicalogénèse. Oui, alors voilà, je vais vous présenter un moment, c'est-à-dire que, pas que, mon expérience clinique de plusieurs années, c'était des cliniques de recherche en milieu carcéral et à l'UHSA, qui c'est un lieu, une unité hospitalière spécialement ménagée, c'est un service de psychiatrie qui reçoit la population carcérale, du monde carcéral. Voilà, c'est un peu les deux lieux. Donc effectivement, il y a deux casquettes, entre guillemets, si je peux me permettre de dire ça comme ça, notamment mon travail clinique, qui m'a amené à me poser un certain nombre de questions, et de l'autre côté, il y avait un travail de recherche. Donc cet article que j'ai écrit avec mon collègue Thierry Lamotte, qui est maître de conférence à l'Université de Paris, parce qu'aujourd'hui ça s'appelle comme ça, voilà. Et c'est sous ces nouveaux signifiants, comme vous avez dit, sous la radicalogénèse, je vais revenir, mais à la base, ça prend en compte, l'hypothèse de cet article, et prend en compte un petit peu l'hypothèse centrale de tous mes travaux. Et notamment, justement, c'est pourquoi je suis ravie d'être ici aujourd'hui, suite à votre présentation. Je n'ai pas appelé ça comme ça, évidemment, hein, je n'avais pas lu votre livre, il n'était pas encore là. Donc, j'ai remarqué dans mon travail carcéral, confronté à un certain nombre, justement, de passages à l'acte, parce qu'aujourd'hui, on appelle un peu passage à l'acte tout. Tout est passage à l'acte. Même dans les journaux, il n'y a que des passages à l'acte. Oui. Et effectivement, ça m'a dérangé beaucoup, même si au niveau théorique, on était confronté à une grande distinction que Lacan nous a offerte, nous a donné, laissé dans le séminaire 10 entre acting out et passage à l'acte, les actes qu'on connaît, symptomatiques, l'acte manqué, les rêves, etc., etc. Mais j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas au niveau clinique par rapport à ce type de clinique-là. C'est-à-dire qu'il y avait des actes, moi je les ai appelés plutôt comme ça, n'a rien à voir avec l'acte analytique, hein, justement ça je viens de préciser, mais il y avait des actes et des passages à l'acte. On ne pouvait pas mettre tout dans la même question. À partir de là, d'ailleurs, je publie un article en évolution psychiatrique aussi avec François Ansermet sur les passages à l'acte à l'épreuve du post-contemporain, où on a désigné le passage à l'acte, l'acte des passages. Justement, c'est pourquoi je vous disais, ça ressemble un peu au saut épique aussi, l'acte des passages, c'est-à-dire qu'il y a certains passages à l'acte qui, quelque part, visent une restauration de quelque chose, un déplacement de quelque chose. Donc on l'avait nommé acte des passages dans ces cadres-là. Donc à partir de tout ça, je me suis vraiment intéressée sur les effets des actes des passages à l'acte. C'est-à-dire qu'effectivement, dans les recherches et dans les travaux, ou bien dans la clinique, surtout carcérale, on est très attentif à l'avant-acte au passage à l'acte, hein, dans les deux cas. Donc, qu'est-ce qui a fait que, et c'est toute l'hypothèse de la criminogénèse qui a été ouverte par des greffes, donc qu'est-ce qui a fait qu'on en parle d'une idée plus ou moins criminelle jusqu'au moment de l'acte, alors qu'un peu pour provocation aussi, entre guillemets, je lançais ces concepts de radicalogénèse au sens de la situation post-criminelle. C'est-à-dire, après qu'un acte ou un passage à l'acte a eu lieu, qu'est-ce qui se passe? L'auteur, entre guillemets, n'est pas indifférent à ça. Et cliniquement, c'est un résultat c'est quelque chose que j'étais confrontée tout le temps. C'est-à-dire que quelque part, surtout dans les cas, comme vous le dites très bien, de meurtre, donc voilà, dans les cas des meurtres, il y a presque un effet traumatique chez son auteur. L'acte, il revient vraiment, il fragilise, et le sujet n'est plus là. Il ne pense plus, il n'est plus là non plus. Donc il est dans une espèce d'abîme, d'un vide, et ne peut plus arriver à même pas à parler. Donc, dans cette hypothèse de justement radicalogénèse, c'est que dans certains cas, bien sûr, on ne généralise pas, il y a la singularité toujours centrale, hein, le cas par cas, etc. Mais il y a des récurrences qui font que dans certains nombres de cas,
un passage à l'acte ou surtout, mais aussi un acte, peut fragiliser la personne qui a besoin, justement, dans ce épique, donc a besoin de trouver un autre ancrage, une autre articulation, que ce soit inscrire un signifiant à cette place-là, par exemple, pour pouvoir se restituer. Maintenant, en prison, évidemment, on fait avec ce qui est en prison. Donc avec les offres, entre guillemets, un peu de la prison. Et il y a eu un phénomène qui dure depuis longtemps. C'est pas aujourd'hui on parle de ça, mais déjà avant 2011. En 2011, pour moi, le moment qui était vraiment de changement, c'était 2012 avec l'affaire de l'attentat de Mohamed Merah. Là, il y a eu une ouverture du discours religieux dans le monde carcéral. Et donc, les sujets fragilisés, ils ont pu, là, trouver un point pour pouvoir se retrouver eux-mêmes, entre guillemets, en tant que sujet aussi, mais pas forcément pour une question religieuse, mais pour différentes raisons, dans l'appartenance à un groupe, à une place, avoir une place, ou se venger, tout simplement, effectivement, le fait d'être en prison, l'affaire judiciaire, etc. Donc, il y a eu ces moments cruciaux. Et puis, entre, disons, le deuxième temps, vraiment très important, évidemment, malheureusement, qu'on connaît tous, c'était les attentats 2015. Et là, il y a eu un effet de fermeture, et que je trouve encore plus inquiétant, évidemment. On a fait des fermetures du discours religieux, c'est-à-dire qu'évidemment, il ne faut plus en parler, parce que sinon, il y a des fouilles. Par exemple, les fouilles, c'est l'administration pénitentiaire qui rentre en surprise dans les cellules et commence à chercher, voilà, fouiller les cellules, ou l'isolement, ou etc., j'en passe. Donc à partir de là, c'était plus compliqué, effectivement, le mouvement qui s'est créé, parce que ça s'est dissimulé un peu partout. Donc on ne sait pas qui, comment, il y a soi-disant des gens qui sont affichés, rien à voir avec les fichiers, mais affichés comme potentiellement radicalisés, etc., alors que c'est pas forcément ceux-là, voilà, qui sont les plus inquiétants. Mais donc, cette question-là, que moi, ça m'a vraiment, dans ce processus de radicalogenèse, c'est vraiment en premier temps un effet de l'acte qui fragilise les structures symboliques, hein, les sujets. En deuxième temps, où on cherche un point pour pouvoir trouver un manque, entre guillemets, au niveau symbolique, et donc, qui peut être, hein, mais ça peut être tout autre chose, hein. Là c'est un peu plus à la mode, entre guillemets, ça peut être tout autre chose, donc la rencontre avec n'importe quel agent prosélyte, ça peut être un livre, etc., et qui crée ce moment de conversion. Maintenant, cette question des conversions, comme dans l'article, j'ai beaucoup travaillé, il y a Allier qui avait justement travaillé sur la conversion dans les peuples non civilisés, etc., mais bon, qui a été très critiqué d'ailleurs, hein, dans ses travaux, parce qu'il faisait un peu discrimination, etc. Bon, on passe, ça c'est pas le propos, mais il y a un point quand même qui je trouve très intéressant chez lui, c'est-à-dire la question de la mort et renaissance dans le moment de la conversion, qu'effectivement on retrouve cliniquement souvent chez ces sujets-là. C'est-à-dire qu'il y a un état des morts, après nous on peut l'interpréter autrement, bien évidemment, mais il y a presque un état des morts et une renaissance suite à la conversion. Comme si, tac, ça passe dans un autre, il y a un saut, et ça passe effectivement avec quelque chose de l'ordre un peu d'une exaltation aussi. Parce que ces sujets-là, quand ils décrivent le moment de la conversion, il y a une exaltation qui va au-delà de ce qu'on puisse penser d'un sujet. Mais déjà dans la façon dont le catholicisme a pensé le baptême. Exactement. C'est ça, c'était mort et résurrection. Exactement. C'était une seconde naissance. Tout à fait. C'est exactement ça. Et puis, effectivement, il faut aussi comprendre que la prison, la religion en prison, elle est là depuis toujours. Si on pense déjà aux Quakers, c'est eux qui ont cherché, par le biais de la religion, enfin c'est un mouvement quand même religieux, pour enlever la peine de mort. Pour chercher, en tous les cas, de réduire dans le code pénal la peine de mort dans les affaires les plus compliquées. Tocqueville, tout le monde connaît quand même, qu'il a fait son voyage dans l'Amérique pénitentiaire pour 9 mois avec son copain de Beaumont, et ben, ils ont allé dans les prisons de Philadelphie, ils ont interrogé le
prisonniers, entre guillemets, nous on les appelle les personnes détenues aujourd'hui, mais et eux, ils leur disaient que sans la Bible, ils ne pouvaient pas vivre. Donc ils devaient avoir leur Bible à côté dans la cellule. Bon, donc pour dire que c'est pas quelque chose d'assez fou, entre guillemets, à penser qu'il y ait des conversions en prison, et d'ailleurs de n'importe quelle religion, parce que moi j'ai eu plein de patients qui sont convertis au catholicisme, à d'autres religions, c'est pas que la religion musulmane qui, voilà, donc ça c'est pour préciser un peu la question. Et un dernier mot, juste parce que je rattrape ce que vous êtes en train, c'est quoi un peu vous avez fini, parce que c'est aussi un point que je trouve très important, c'est ces moments de l'acte, dans le passage à l'acte, hein, surtout là pour le coup dans le passage à l'acte, ces moments d'effacement de la trace, comme vous l'avez dit de Althusser. Effacement de la trace, c'est-à-dire, même pas effacement, c'est la trace ne s'inscrit pas dans l'acte. Oui, c'est pas le L'acte ne permet pas l'inscription de la trace, et ça, c'est quelque chose, effectivement, dans les cas des meurtres, qu'on retrouve très, très souvent. C'est-à-dire, ils ont, et en plus, ça les angoisse, les patients, c'est-à-dire qu'ils pensent tout le temps à ça, pour chercher de rattraper ces moments-là, qui est impossible à rattraper, et parce qu'il y a un dernier moment, comme vous l'avez dit très bien, il y a un dernier moment, que ce soit dans le verbal, ou dans l'odeur, ou dans la vision, enfin, ça peut prendre n'importe quel élément, entre guillemets, de la perception de la réalité, et puis les noirs, et puis cette espèce de réveil, soudain, où ça a eu lieu. Alors certains, ils disent qu'ils savaient de l'avoir tué, mais ils n'arrivaient plus à retrouver l'image et comment, et d'autres qui ne savaient même pas, justement, de l'avoir tué. Et là, on voit un peu votre différenciation qui peut cliniquement très bien fonctionner dans ces cadres-là. Donc voilà, ça c'est juste pour un peu décrire en façon générale, et puis bon, je laisse quand même la place à la discussion. Alors Nicolas. Plusieurs questions. Une sur la Renaissance, là. Hein, parce que vous décrivez très bien dans l'article, ce moment-là, c'est un terme que vous n'avez pas utilisé, mais qui est dans votre article de l'évolution. Il y a un moment de désidentification, hein, à l'arrivée, dans la découverte du milieu carcéral et dans la suite du trauma qui aurait été celui de l'acte précédent. Et puis cette désidentification-là, par l'embrigadement dans la pensée djihadiste, là, elle donnerait lieu à une renaissance. Mais c'est une renaissance qu'on est obligé de juger particulière, puisque c'est une renaissance qui plonge dans l'entre-deux-morts dont parlait Jean Ladouche. Bah, tout à fait. C'est un étrange... Et puis ce serait une renaissance qui promet à coup sûr la disparition. Parce que le terme du processus, c'est l'acte djihadiste et la mort. Oui, alors là aussi, il faut faire attention, parce qu'effectivement, pas tous, ils vont... Je fais le cas de... Pour prendre un exemple d'un cas d'un patient que, vraiment radicalisé de façon importante. D'ailleurs, il avait tué son père, il avait vécu 3-4 jours avec le corps de son père dans son appartement, donc sans problème, parce que c'était immédiat, et puis il était prêt à tuer tous les restes dans l'entourage, mais effectivement, au fur et à mesure du temps, il a très très bien expliqué qu'en aucun cas, il se serait fait exploser quelque part, etc. Lui voulait partir dans les lieux, dans les zones de guerre, mais en disant c'est moi le chef, hein. Moi je vais donner les ordres peut-être aux autres, mais pas... Donc c'est pas tous. Donc là-dessus aussi, il faudrait vraiment une clinique différentielle, et maintenant c'est un peu compliqué parce que les gens qui sont vraiment passés à l'acte jusque-là, ben, ils ne sont plus là. Donc effectivement, il peut y avoir des lettres un peu les témoignages, enfin, les testaments, etc. Mais c'est pas totalement la même chose de pouvoir aller voir qu'est-ce qui se passe ailleurs d'eux-mêmes. C'est un peu le problème. Non, très bien. Une autre question pour moi, c'est sur celle de la rencontre. C'est assez habituel, pour ce qui est de l'opposition maintenant un peu plus classique, là, entre passage à l'acte et acting out, de différencier la fonction du transfert. Dans l'acting out, il y a quelque chose du transfert qui est à l'origine d'ailleurs de la montée sur scène du Lacan.
Pas dans le passage à l'acte. Dans le passage à l'acte, on est dans un automatisme sans adresse aucune. Alors, quid du saut épique, de la fonction du transfert dans le saut épique? Parce que Georgia a parlé de rencontre. Alors, après ce moment de désidentification, il peut y avoir une rencontre, même avec un bouquin. Actuellement, c'est beaucoup les réseaux sociaux aussi, qui évoquent cette dimension transférentielle. Mais est-ce que c'est juste de l'évoquer là? Ben, à partir du moment où le critère qui différencie passage à l'acte et saut épique, c'est l'absence ou la présence d'un récit. Quand il y a récit, il y a transfert. Ouais. Oui. Je suis en train de réfléchir entre-temps, parce que c'est effectivement, c'est pas évident de, si on suppose dans les seuils épiques, à quel transfert on se réfère, voilà. Parce que c'était les transferts qui étaient là avant les seuils épiques, ou c'est un transfert qui justement, les seuils épiques a accompli par le biais de ces transferts-là. C'est quelque chose qui est déjà là, qui donne l'horizon un petit peu. En tout cas, il y a très souvent une rencontre au point de départ du récit, avant le récit. Une rencontre sur les réseaux sociaux, dans d'autres, là, par exemple dans le milieu carcéral. Oui, mais il faut l'accepter, la rencontre. C'est ça le problème. C'est un peu comme la contingence. Quand on parle de contingence, il faut dire entre guillemets oui à la contingence, et non, la contingence, c'est tout le temps. Ça suffit. Oui, oui. Sur le cadran, le transfert, il est sur la diagonale. Oui, c'est ça. Oui. Donc il n'est pas du côté ni du passage à l'acte, ni du saut épique. C'était du côté de l'acting out. Oui. Oui, mais bon, ce quadrangle il est dynamique en fait. Mais on ne va pas rentrer dans une discussion du thème de Lacan, sinon tout le monde va s'emmerder. Pas sûr. Je voulais poser une question. D'abord, je voulais savoir ce que vous avez le cas de cette jeune fille qui s'aperçoit, après avoir tué son père comme harceleur de la mère, qui s'aperçoit qu'en fait c'était le père de la mère qui l'a harcelé. Est-ce que vous emploierez le terme de passage à l'acte manqué ou c'est stupide de dire ça? Oui, on pourrait, mais bon, je voudrais... Parce qu'il y a la je voudrais essayer de laisser, de pas trop établir de pont, parce que sinon les affaires se noient. Donc ce serait bienvenu, mais Bon, la dimension de l'acte, elle est présente dans l'acte manqué aussi. Je raconte que si au moment de l'apéritif, chez des amis, j'entends quelqu'un dire quelque chose qui ne me plaît pas et que je ne me manifeste pas, mais qu'à la place vient un acte manqué, c'est-à-dire je casse le verre, on pourra toujours interpréter, on pourra pas interpréter, je pourrais, on pourra, ils pourront, peut-être, mais le verre est cassé. Et là, il y a une dimension, à proprement parler, d'acte, c'est-à-dire qu'il faudra que quelqu'un débourse de l'argent pour acheter le même, en condition qu'il le trouve. Donc là, il y a une dimension dans l'acte manqué, il y a une dimension qui est autre chose que l'interprétation. L'acte manqué ne se réduit pas à son interprétation. En tant qu'acte, il est un événement. Il y a événement et interprétation. Et aussi poussée soit-elle, l'interprétation n'évacue pas l'événement. Est-ce que tu aurais pu reprendre et développer un peu plus le cas de Claire Lannes, où tu montres bien dans le livre qu'il y a une première phase, passage à l'acte, et une deuxième phase, saut épique, à cause du problème de la tête. Enfin, le traitement des différentes parties du corps t'amène à
à faire cette double lecture. Oui. Je ne sais pas si tu pouvais un peu plus en parler. Parce que... Oh, c'est rentrer dans le détail. Je ne sais pas si oralement on peut comme ça, je suis en mesure d'improviser, de rentrer. Le lecteur de Duras se demande pourquoi est-ce que cette tête a eu un traitement spécial et pourquoi sur certains morceaux de la viande il y a écrit Alfonso et Cahors, si je me souviens bien. Donc on se demande qu'est-ce que tout ça. C'est pour ça que un cas, tant que ce genre de détail n'est pas expliqué, c'est le cas qui est le plus fort, hein, c'est un énigme. Et donc je me suis interrogé là-dessus, j'ai fait une conjecture, j'ai pensé que la personne qu'elle avait dans son cœur, l'homme qu'elle a aimé, l'homme qui a pris la place de Dieu pour elle, c'était, Marguerite Duras dit toujours, presque toujours, l'agent de Cahors. Et il a fallu que j'invente une conjecture pour essayer de mettre en place les choses. Et donc je dis, c'est un agent de quoi? Un agent de police, un agent des postes, un agent de la mairie? Non, c'est un agent de la SNCF. Ce qui, du coup, permet d'expliquer que ces morceaux de corps où il y a écrit le nom Alfonso, c'était une lettre qu'elle lui adressait et qu'il pouvait recevoir. Elle imagine qu'il pouvait la recevoir et éventuellement la lire, ce qui est loin d'être sûr. Voilà. Et donc là, on est dans la dimension d'une histoire d'amour qui se continue dans le passage à l'acte, justement qui n'est plus de ce fait-là un passage à l'acte et qui oblige à distinguer la dimension passage à l'acte, c'est-à-dire meurtre, découpage du corps et jeter les morceaux dans les trains de marchandises, et une dimension qui fait récit, qui est de l'ordre d'un saut épique. C'est vrai que les praticiens que vous mettez sur le côté, comme vous dites, que vous poussez un peu, ayant travaillé auparavant sur le passage à l'acte, ils ont un invariant, un point commun, c'est qu'ils mettent de côté la spécificité du passage à l'acte dégagé par la psychiatrie classique, celle de Paul Guiraud, oui. de meurtre motivé chez schizophrène, d'être hors sens, sans pensée. Oui. C'est ça, on peut dire, dont ces praticiens-là ne veulent rien savoir. Ils réintègrent l'acte dans le domaine de la pensée. Oui, mais en même temps, c'est comme ça, c'est tout un passage à l'acte, parce qu'effectivement, même dans les cas des meurtres entre guillemets prémédités, les moments, ils préméditent tout, même pour des années, etc., mais les moments où l'acte a lieu, eh ben, Ils disparaissent. C'est hors sens quand même. Donc, mais ce n'est pas pour autant passage à l'acte, à mon sens, mais ça rentrerait dans la biographie de la psychiatrie classique, parce que c'est quand même, il y a un hors sens dans le moment même. Il y a une autre caractéristique de l'acte pour la psychiatrie classique, c'est le caractère résolutif de l'acte. Oui. C'est pourquoi l'ouvrage de Jean Alouche s'appelle La solution entre guillemets, du passage à l'acte. Est-ce que c'est le cas aussi, ça, pour disons, ce qui serait du registre du saut épique, l'acte qui clôt le récit, est-ce qu'il change de sujet aussi, qu'il transforme? En tous les cas, oui. Que ce soit acte au passage à l'acte, il y a un après-coup. Donc il y a toute une... Après, dans les cas de la radicalisation, c'est vite fait parce qu'ils effacent l'histoire d'avant. À partir du moment où il s'est... c'est pas qu'il disparaît, mais pour eux, ils effacent eux-mêmes volontairement, c'est-à-dire ça n'a plus de sens de parler de leur vie de débauche d'avant, par exemple, parce que ça n'a plus de sens, il n'y a pas une charge affective, tout est désaffecté presque. Donc là-dessus, c'est un peu... Mais ça, c'est un peu Marie Bonaparte aussi qui parlait d'actes libérateurs. Quand elle parlait de l'écart de Madame Lefebvre, justement, elle parlait vraiment d'actes libérateurs où, bon, ça on peut le retrouver, mais pas toujours non plus.
le libérateur, c'est déjà le romancé. Dire qu'après, c'est plus le même sujet qu'avant, c'est une autre affaire. Vous voulez nous en dire plus de cette Madame Lefebvre? Madame Lefebvre, c'est ouf. Il y en a 3 tomes. C'est un cas clinique qu'elle a publié dans RFP, d'ailleurs. Et donc, elle avait tué sa belle-fille avec un revolver. Donc, Madame Lefebvre, elle décrit et décrypte l'analyse, tous les passages à l'acte. Sa belle-fille enceinte. Pardon, qu'elle était enceinte, oui, tout à fait, exactement. Un peu, il y a une question des tiroirs, où il prend les revolvers. C'est vraiment très, très bien décrit. Et effectivement, elle était allée la voir en prison ensuite. Et disait qu'il était, voilà, il était tranquille, elle était libérée, elle avait fait son acte et ça l'avait libérée d'une charge, charge très insupportable pour elle. Alors, elle écrit ce cas, à mon sens, aussi pour appuyer l'idée de Marie Bonaparte, qui était celle de faire des hôpitaux prisons. Donc, c'était vraiment, elle était très, comment dire, elle souhaitait, faisait partie de la psychiatrie à ce moment-là, qui voulait construire les hôpitaux prisons. Je ne sais pas si aujourd'hui l'UHSA ressemble à ça, mais en tous les cas, c'est quelque chose qui relève déjà de cette époque-là. Il montrait, bon, la Vendée, en tous les cas, elle en faisait une psychotique, et quoique là-dessus aussi, il y avait aussi dans le texte pas mal de petites finesses. Oui. Elle a dit « je ne veux pas d'enfants de cette race ». Oui, tout à fait. Et ensuite, elle a ajouté « j'ai fait mon devoir ». C'est ça. Donc elle avait fait son devoir, elle était... Je ne sais pas comment elle était, mais en tout cas, elle semblait tranquille. Après, elle vivait la prison très bien, etc. Mais bon. Justement, cette libération-là, est-ce que ça veut dire qu'il y a une libération? Ça veut dire, enfin, quand on parle de libération en psychanalyse, on pense aussi vraiment à la question quelque part de la psychose, parce que c'est la limite qui fait un sujet. Donc, un sujet complètement libre, c'est... Surtout en prison. Voilà, c'est exactement ça, parce que comme ça, il est enfermé. D'autres questions? Oui. Mais dans le cas de Pierre Rivière, par exemple, quand le récit vient après, et lui, il s'enfonce de ce suicide, comment on peut le voir? Ah, je ne sais pas. Oui, c'est lui. Qui tourne au passage à l'acte. Et je crois qu'il en tourne au touche passage à plusieurs. l'acte. Parce qu'il sort de cette maison, il est rouge sang. Il est Rouge sang, ce que le film de René Agneau ne peut pas montrer, puisque la cercle est en carton. Et quand il a massacré cette femme, l'une de ses sœurs et l'un de ses frères, bon, on peut penser que là, il faut qu'il soit dans un moment de désubjectivation pour pouvoir porter un tel acte. Et sinon, il a effectivement tout un raisonnement, toute une préparation, ce siècle qui obéit aux femmes, etc., etc. Donc là, on a un seul pic, je trouve, exemplaire. Et ensuite, d'une manière qui n'est pas incohérente, il demande la mort. Lorsqu'il est poursuivi judiciairement, son procès ne l'intéresse pas, il demande la mort, et comme la justice ne condamne pas à mort, en effet, il se suicide quelque temps après dans les cellules de prison. Et c'est le fait que le récit vienne après, en fait. Il l'organise après, le récit. On ne sait pas exactement. Et même dans la question à qui est adressé ce récit, je vais un peu oublier, ça fait longtemps que j'ai lu le texte. Mais est-ce qu'il y a une adresse de ce récit à quelqu'un de particulier, ou est-ce que... Oui, à ses parents, lui aussi. À ses parents, Il peut comprendre la défense de son père dans le conflit. oui, ça semble. Il politise l'affaire, il s'adresse au siècle aussi, même ça. Donc la dimension du côté est explicitement présente. Je voulais poser une question encore à madame, si vous voulez bien. Quand vous parlez de conversion qui a lieu, donc après le passage à l'acte en prison, comment
de quelle conversion il peut s'agir lorsqu'il s'agit justement, par exemple, d'un saut épique, c'est-à-dire qui s'est inscrit dans le cadre d'un récit religieux, et à ce moment-là, au fond, en quoi ça peut consister? Je veux dire, à ce moment-là, une conversion dans un récit, à travers un récit religieux, donc qui vous a conduit au passage à l'acte. C'est eux qui l'appellent conversion. Après aussi la question de la conversion. Oui. Mais alors, donc de leur part, il y a un dire qu'ils vont se convertir après être passés à l'acte, alors que le passage à l'acte a lieu. Non, mais ce n'est pas les mêmes passages à l'acte là. C'est-à-dire qu'il peut y avoir n'importe quel réseau qui oui, enfin, non, mais je veux dire, pour arriver en prison, ils sont arrivés en prison pour n'importe quel motif. Donc ça peut être n'importe quelle chose. C'est ça la question. C'est-à-dire, au moment où ils arrivent en prison, il y a quelque chose qui se passe pour eux, hein, déjà, parce que quand même la prison, c'est pas non plus un lieu. Et c'est aussi le moment où ils se rendent compte quelque part de ce qu'ils ont fait. Et que c'est là où il y a quelque chose justement d'une fragilisation, des identifications. Enfin, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne tient pas très bien, ne tenait plus comme avant. Et c'est à partir de là qu'ils peuvent trouver des solutions. Oui, je comprends bien, oui. Voilà. Mais bon, je reste quand même sur ma question. C'est-à-dire que, le djihad, le discours enfin, du djihad, c'est quand même de tuer pour... D'abord, il y a un gain qui quand même, enfin, qui peut être... voilà, il faut tuer des mécréants. Ouais, mais je pense qu'on ne peut pas généraliser comme ça, parce que c'est pas chez tout le monde. Enfin, je trouve que c'est en proportion, c'est un petit pourcentage qui vraiment ils s'investissent dans cette façon-là. C'est quand même pas tout le reste. Il y en a plein qui... Il peut y avoir aussi plein de psychotiques qui trouvent là-dedans une suppléance, etc. Mais pas que. On a bien vu, justement, vous avez cité aussi Guillaume Monod, qui montrait très bien, qui distinguait très bien cette union qu'on fait entre radicalisation, pathologie mentale, entre guillemets, et aussi délinquance. Donc non, c'est des facteurs qui peuvent tout aller être disjoints entre eux. Donc on n'a pas, justement, les problèmes, c'est que dans les études de la radicalisation et les recherches, il y a quelque chose de linéarité. On l'appelle beaucoup trajectoire. On étudie les trajectoires. Voilà, c'est un terme sociologique, mais c'est très bien, on n'a rien contre. Mais pour nous, ça ne nous dit rien par rapport à ce qui se passe dans l'autre scène, enfin l'autre scène freudienne, l'inconscient. Qu'est-ce qui fait que... Voilà. Donc là, il faut introduire quelque chose de plus dynamique. Pas forcément circulaire, mais une spirale. Qui ne revient pas forcément à la même place, mais ça revient quand même. Et c'est là où il faut aller chercher un peu. Donc on ne peut pas faire effectivement un peu comme ils font dans certains domaines, de trouver une solution précise, une réponse précise, je pense. Bon. Oui. Quand Claire Lannes coupe son corps en morceaux, vous imaginez qu'elle est complètement hors mot, hors langage. J'ai du mal à passage à l'acte, pas de mot, pas de langage. Alors elle est là, elle coupe son cadavre, c'est complètement... Ça arrive quand même. C'est hors sens en tout cas. Alors c'est quand même troublant parce que pendant ce temps-là, elle est là où je pense, là où je ne suis, là où je ne pense pas, je suis. Donc elle est de rester. Ouais. C'est terrifiant. Absolument. Ça explique peut-être ce que Jean Alouche rappelle souvent la valeur de fascination des... comment on appelle ça, de ce qui parcourt les journaux. Des faits divers. Des faits divers pour chacun de nous. Ça vient comme un hors-sens, mais qui a un pouvoir de captation. Et les journaux en sont pleins, et ça dure pendant des années. Le petit Grégory, ça dure depuis un moment quand même. Qui a fasciné tout le monde. Je trouve que nos échanges mettent en valeur le fait qu'en introduisant cette distinction-là,
passage à l'acte, saut épique, on introduit aussi, enfin vous introduisez aussi l'articulation des deux. On doit les penser séparés pour les articuler en même temps. Dès qu'on touche à des questions cliniques, oui. on est obligé d'articuler les deux autant que de les distinguer. Bon, je remercie à nouveau Madame Laville l'invitation de la bibliothèque médicale Henriet et remercier très chaleureusement Georgiane et Jean Azouche. Espérer que donc on va revenir à d'autres occasions de présentation des numéros de l'évolution psychiatrique. Et oui, et vous proposer de partager un mail avant de partir. Merci.